En fait, chez Prosper, on s'est donné une seule et unique mission. C'est-à-dire qu'on voulait réconcilier le collectionneur ou le futur collectionneur avec le produit et avec l'expérience d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tenté, et on continuera à le faire, c'est plus du tout une tentation, mais en tout cas, on va le faire, décomplexer, décontracter l'acte et l'expérience d'achat. Et ça passe notamment, si tu veux, en dehors du fait évidemment du côté humain, ça passe aussi par certains accessoires, si tu veux, du magasin pour faire oublier quand même des passages traditionnellement très compliqués. C'est-à-dire un sas, par exemple, qui a quand même un petit peu, tu peux très fort comparer ça à un milieu carcéral, si tu veux. Tu peux avoir des gardiens devant le sas qui ne sont pas toujours très sympas ou qui peuvent avoir un peu un air patibulaire. Derrière, tu as un vendeur qui peut être un peu soit arrogant, soit qui va te regarder en se demandant qu'est-ce que tu as dans les poches ou pourquoi qu'est-ce que tu viens faire ici. Et ensuite, après, tu vas encore avoir une vitrine derrière. Donc ça veut dire que tu imagines toutes ces barrières que tu as avant de pouvoir, en fin de compte, arriver à ton but ultime qui est en fin de compte, tu veux juste toucher une montre, quoi. Donc ça devient un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on s'est dit, tu sais quoi, dans le quartier d'Ansart, on va se mettre au plus proche de de ces personnes-là qui sont peut-être un peu lassées d'aller faire une expérience dans des boutiques, je dirais, institutionnelles ou grandiloquentes, ou peut-être même des gens qui ont peur de rentrer dans des bijouteries, une horlogerie, parce que c'est vraiment pas facile. On ne peut pas dire que ce soit un exercice facile. Donc aujourd'hui, chez Prosper, en dehors qu'on a une équipe super sympathique et qui sont dynamiques et très, très relax, parce qu'on a dit décontracté, mais ce n'est pas pour ça qu'on enlève le côté expertise et le côté conseil. On a cette démarche, je dirais, et cette promesse qu'on s'est donnée, et cette promesse qu'on a donnée aux marques aussi, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, on va aller au contact et on va vous faire rencontrer vos futurs collectionneurs. On s'est entouré, je dirais, d'un line-up et d'un environnement de marque assez hétérogène parce qu'en fait aujourd'hui, malheureusement, je parle pour la Belgique de ce que je connais, mais c'est plutôt le cas mondialement. Je dirais les principaux détaillants se partagent toujours les mêmes marques. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu vas aller ici à Bruxelles, à Anvers, au Knock, tu vas te retrouver avec les mêmes modèles, avec les mêmes marques et avec le même vendeur qui tire la tronche. Donc en fin de compte, tu n'as pas beaucoup de surprises. Donc on a essayé d'un peu pimenter le tout en se disant, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre évidemment des grosses machines, des locomotives qui ont de la notoriété, de la légitimité, parce que ça va nous servir évidemment aussi à attirer des collectionneurs. Donc ici par exemple au 83-81, qui est notre côté un petit peu plus swatchesque, si je peux dire ça comme ça, on a créé le projet autour d'Omega. Au 101, on a fait un projet plus richemonesque avec Cartier en fer de lance, et le troisième projet qui ouvrira deuxième semaine de novembre, qui sera de la joaillerie, on l'a construit autour de Chanel. Nous avions nos locomotives. Qu'est-ce qu'on fait autour? On met des marques qui sont peu ou pas représentées sur la Belgique, voire même le Benelux. Et on essaye, et on le fait, d'avoir une manufacture représentative de cette accessibilité, je dirais, de cette démystification du luxe qui a un tag price de 1100 €. Et là-dessus, ça donne une formule, si tu veux, en fin de compte, qu'on a peu l'habitude de voir, mais qui fonctionne pas mal parce que tout est assez hétérogène au niveau de la sélection, mais assez homogène parce que tout le monde, c'est une situation de win-win en fait. Tu vois, chacun apporte à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un qui va venir pour une Nomos par exemple, une Nomos Orion, 2800 ou 2300 €. Et tout d'un coup, il voit Cartier. Il se dit, ah tiens, Cartier, ouais, c'est pas pour moi Cartier, mais par contre la Tank, c'est vrai que j'ai toujours vu passer ça à ma grand-mère ou whatever, je sais pas quoi. En tout cas, allez, je l'essaye. Et puis tout d'un coup, il se rend compte que la PS, en fin de compte, ça coûte 3000 €. Et là, les barrières tombent, des mystifications. Grand Seiko, très bon exemple aussi. Tu vois, aujourd'hui, je pense que sur le Swiss Made, je pense que évidemment, il y a une valeur ajoutée et un brand equity gigantesque. Le Swiss Made, c'est un petit peu ce que le Bordeaux est au vin. Je veux dire, c'est ça que les gens s'attendent. 95% de gens vont aller sur le Swiss Made. Mais le Japan Made, le German Made, le French Made, tout ce que tu veux, il y a du bien et de la bienfacture dans tous les pays du monde. Et Grand Seiko, aujourd'hui, est un bel exemple, je pense, d'une réussite d'une manufacture qui a décidé, elle aussi, d'avancer en séparant notamment Seiko de Grand Seiko et qui a, je pense, à mon sens, vulgairement parlé, tu vois, je veux dire, rapport qualité-prix imbattable.
les finitions, les textures de cadran, la philosophie, la bienfacture, enfin les gars savent super bien faire. Et là-dessus, tu as vraiment je dirais, une typologie de collectionneurs ou de primo-arrivants, comme je le dirais, hein, c'est un petit peu bizarre, mais primo-arrivants, primo-accédants, qui sont renseignés, qui se sont dit, bah, tiens, en fin de compte, il n'y a pas que le Suisse, mais il y a un peu de Japan Made, il y a un peu d'autres choses. Et ils arrivent avec une idée, tu vois, déjà plus, va dire ça à nos pères, ou va dire ça à des gens de notre génération, si tu veux, les gars, ils associent toujours Seiko, Grand Seiko, ils n'arrivent pas à comprendre. En fin de compte, Seiko, c'est des super belles montres, hein, je veux dire, il y a rien, c'est indéniable, mais je veux dire, les générations après nous, hein, je te vieillis pas, hein, mais je veux dire, les générations après nous, c'est déjà des barrières qui sont tombées. Pour eux, Grand Seiko, c'est représentatif d'un produit qui est bien fait, avec une belle philosophie. Bon, je continue un petit peu tant qu'on se promène, tu vois. Bon, Zénith, hyper représentatif de ce qu'une manufacture doit être. En dessous de 30 000 pièces. El Primero, je le présente même plus. Aujourd'hui, nous, au Zénith, on a une vraie mission avec eux, c'est-à-dire qu'on essaye, je veux dire, de le rendre plus accessible au public, parce qu'en fin de compte, bah, ça, c'est plutôt un produit, je dirais, de niche, qui s'adresse à des collectionneurs avertis, qui sont déjà un petit peu geeks et qui sont déjà un petit peu baignés dans leur lot. On a cette mission-là, nous, de faire connaître Zénith aux 99 autres % qui ne connaissent pas la marque, quoi. Je veux dire, donc c'est une mission qui va prendre un petit peu de temps, mais on va s'y atteler et ça va bien fonctionner parce qu'en fin de compte, de nouveau, le produit, l'esthétique, l'histoire, elle y est. Je vais revenir quand même sur un point en arrière. Tu le remarques quand on fait le petit tour ici. On a essayé vraiment de charactériser au maximum nos lieux. Donc, c'est-à-dire qu'on a tenu et voulu garder notre identité au niveau des luminaires, au niveau du mobilier, au niveau des sols, cette empreinte, je dirais, dansartienne ou prospérienne, pour vraiment être identifié comme une boutique à Bruxelles, à Dansart, et pas un espèce de duty-free shop ou d'aéroportuaire avec aucune personnalité, où on ne pourrait pas très bien te dire si tu es à Hawaï ou si tu es à Berlin ou si tu es à Tokyo. On a pris des architectes qui s'appellent Mammouth, salut Mammouth, qui n'ont jamais fait de magasin. Alors ça, c'était très amusant parce que c'était vraiment le défi qu'on s'était donné. On s'était dit, bon voilà, quitte à vouloir redistribuer un petit peu les dés et un petit peu être un peu game changer, si on veut dire ça, bah, autant prendre un petit peu le risque de faire des gens qui n'ont jamais été au contact de commercial, qui sont vierges de tout mauvais réflexe ou bon réflexe. Et donc du coup, ils sont arrivés avec des choses qui sont des fois complètement irréalisables dans notre métier, mais au moins ça nous a permis, tu vois, d'aller plus loin. Et on a pu développer les expériences d'achat, le chemin commercial, la façon dont on voulait s'adresser. Et franchement, aujourd'hui, je dirais, dans la majorité des personnes qui passent la porte de chez Prosper, ils sont assez unanimes, ils disent, oh, eh ben, on se sent bien, il y a une bonne vibe, c'est cool, on se sent chez soi, on se sent à l'aise. C'était le but aussi, évidemment, de la manœuvre. Bon, il y a encore pas mal de choses qu'on doit changer, tu vois, question budget, question commande, il y a encore du mobilier qui va un peu changer. Ici, on a un espace assez sympa qui va encore, on doit mettre des rideaux, des choses comme ça. On va faire un pop-up avec les skis Lacroix au mois de décembre. On va faire un pop-up au mois de février avec Leica. Il y a une vraie démarche, si tu veux, de faire aussi des ponts avec d'autres secteurs et d'autres marques qui nous amusent, qui nous intéressent, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, je veux dire, le lien entre la photographie, l'alcool, l'art contemporain, le cyclisme, enfin, c'est assez rapidement fait. Ça nous permet, nous aussi, si tu veux, d'aller un petit peu s'immiscer dans d'autres univers, d'aller au contact d'autres collectionneurs, des gens qui ont d'autres choses intéressantes à nous dire. Donc, on reste pas enfermé dans notre bulle, parce qu'en fin de compte, bon, tu peux attendre que la personne pousse la porte, mais bon, tu vas attendre longtemps. Glacius, les tout derniers qui sont arrivés, là ils ont installé jeudi, ils ont commencé à 6h30, ils sont arrivés bien à l'heure, tu vois, c'est de la qualité est-allemande, donc c'est du solide, c'est pour durer. Pareil, je veux dire, qualité d'exécution, ADN Bauhaus, minimalistique, enfin franchement, tu es sur un produit qui est incroyable à mon sens. Pareil, on va mettre toute notre énergie, on est les seuls à les représenter sur Bruxelles, et donc on va mettre beaucoup d'énergie dans cette manufacture, parce que au même titre que Nomos, que Maurice Grossman, je veux dire, la vallée glaciutienne est incroyable. Rapport qualité, exécution, coque de balancier, chaton de rubis en or. Enfin voilà, les gars, ils font des choses que tu retrouves nulle part ailleurs. Alors notre petit chouchou du moment, c'est Bulgari.
Bulgarie, là, ils sont en train de passer un cap. Je pense que, bon, évidemment, les différents records du monde, bon, ça c'est toujours un petit peu pour la gloriole, mais bon, ça joue quand même. Le GPGH, la recherche de la finesse, cette esthétique qui est en fin de compte très à la mode. Hein. Je veux dire, on reconnaît quand même certaines similitudes avec d'autres grands succès horlogers. Mais aujourd'hui, ils ont une vraie plus-value. J'ai eu l'occasion d'aller visiter les 3 sites il y a 2 semaines, notamment à Sagne-Léger, le site de cadrans et de boîtiers, réunis sous le même toit. C'est la première fois que je voyais ça, c'était incroyable. Je dis la qualité, la machinerie, les machines CNC, le détail, incroyable. Et sur le féminin, un vrai parti pris, la vie à la romaine, la vie italienne, le Serpanti. Pour moi, à mon sens, aujourd'hui, on a plus besoin de manufactures comme ça, avec un côté très différenciant, parce qu'en fin de compte, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Hein. C'est, je veux dire, être unique, être différent, pas toujours vouloir porter la même montre que nos voisins. Et on a, avec les Bulgari Aluminium, là, on a vraiment aussi, je trouve, un vrai produit d'appel qui nous permet aussi d'aller au contact des nouveaux profils collectionneurs. Nos amis Skate Room avec nos skateboards. Et alors le Temple Omega, avec Arthur et Brian qui font bien semblant de bosser. On les connaît. Voilà, on a mis un peu de plantes, on a une belle carpette. Et évidemment, les icônes, la Speed, la Seamaster. On est, je dirais, dans un terrain conquis, mais qu'on va continuer nous aussi à développer, notamment, si tu veux, sur du produit un peu plus, je dirais, un peu plus compliqué aussi, si tu veux, notamment les Speedmaster Moonshine. On va commencer, si tu veux, aussi, nous, à alimenter Omega dans nos collectionneurs, je dirais, plus qualifiés, plus validés, les hauts profils. Mais ça reste quand même une très 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 belle machine de guerre, Omega, un beau produit. Quand tu penses la qualité de finition des mouvements par rapport à la... Tu viens maintenant? Oui, viens. La qualité par rapport au nombre de pièces qu'ils font, en fait, ce sont des malades, les gars. Tu sais ouvrir à mon ami? Écoute, je pense que voilà, d'une certaine manière, je pense que le plus grand nombre est le bienvenu pour venir chez Prosper, venir plotter des montres, toucher des montres, discuter de montres. On est plutôt dans un contexte passionné, passionnant. Donc tout le monde ici aime prendre le temps de parler et d'apprendre des choses aussi. Donc voilà, venez partager un moment avec nous et je pense que ça peut être gratifiant pour tout le monde.